Bonjour et bienvenue à l'avant-dernière étape du Tour de France. Voici le sommaire. L'interview de Contador, les images du jour, l'interview de Jean Calfionne, les anecdotes de Dédé et les mains sur les cocottes. Bonne émission! Tu sais c'est qui qu'on a interviewé aujourd'hui? Non, je sais pas, donne-moi des indices. Alors, c'est un ancien coureur. Il est espagnol. Non. On l'a vu à la Vuelta. J'ai une idée mais je sais pas trop. Et il est journaliste chez Eurosport. Ah, c'est Contador. On retrouve Amina avec Contador. Bonjour, c'est Alberto Contador, consultant chez Eurosport. Comment allez-vous? Bien, merci. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la Vuelta pour parler de Barcelone comme grand départ. Aujourd'hui, c'est officiel. Est-ce que vous êtes content de cette annonce? Oui. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le cyclisme et je suis très heureux. Comment vous voyez le futur du cyclisme en Espagne dans les prochaines années? Je pense que c'est sur la bonne voie. On a maintenant 2 coureurs dans le top 10 sur le Tour de France. On a des très forts comme Juan Ayuso. Je pense que c'est un bon moment pour le cyclisme espagnol, même s'il y a Vingegaard et Pogačar. Et je pense que c'est un grand moment. Quel jeune cycliste vous suivez de près et pourquoi? Surtout Carlos Rodriguez de Ineos et Juan Ayuso de UAE. Je pense que ces 2 coureurs sont toujours très près du podium et Juan UAE a 21 ans et était sur le podium de la Vuelta et je pense que c'est le futur. Quel conseil donnerez-vous à un jeune cycliste espagnol qui veut suivre vos pas? Je pense que pour les jeunes cyclistes, l'important c'est d'aimer faire du vélo. Profitez de ce sport et on verra dans le futur. S'ils peuvent devenir professionnels ou non, mais je pense que le cyclisme transmet des bonnes valeurs. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Est-ce que tu pourrais abandonner ton sport pour la voile? Faut vraiment aimer ça pour le faire. Moi, je connais quelqu'un qui a abandonné l'athlétisme pour la voile. Et c'est qui? C'est Jean Calfionne. Safia, elle l'a interviewé. On retrouve Safia avec Jean Calfionne. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très très bien et toi? Je vais bien, merci. Comment avez-vous découvert votre passion pour le saut à la perche? Alors j'ai commencé le saut à la perche en faisant de l'athlétisme. Je faisais toutes les épreuves, hein, puis un jour on m'a proposé d'essayer la perche et j'ai essayé et j'étais nul. J'y arrivais pas du tout et ça m'a frustré et ça m'a énervé, donc j'ai résisté, persisté et quand j'y suis finalement que j'ai fini par y arriver, ça m'a énormément plu. Et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y avait une belle ambiance et c'était une discipline où on cultive l'enthousiasme, la joie, la fête et ce qui est indispensable dans cette discipline. Il faut être heureux pour sauter. Quel est le plus beau moment de votre carrière? Alors moi j'ai été champion olympique, alors ça c'est un grand moment dans ma carrière. J'ai également franchi la barre des 6 mètres, il y en a très très peu qui l'ont réalisé. Et puis avec un titre de champion du monde, donc tout ça c'est des moments très forts, c'est les plus beaux moments, c'est ceux-là. Est-ce qu'on vous verra cette année sur le Vendée Globe? Ah non, je vais pas faire le Vendée Globe. Moi j'étais dans une catégorie en classe 40 où il n'y avait pas le Vendée Globe, c'est les bateaux plus gros. Et je suis pas allé plus loin que le classe 40 et j'ai même levé le pied cette année parce qu'il y avait les jeux et il y a plein de choses à faire. Donc pour l'instant j'ai pas de projet sur la course au large à nouveau. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer aux grandes courses de voile après une carrière réussite en athlétisme?
Moi j'adorais l'idée de me retrouver sur l'eau, de faire de la compétition sur un bateau, je trouvais ça génial. Je suis breton, donc j'étais aussi inspiré par toutes les histoires des grands marins qu'on a eus et en particulier les départs de course, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. C'était un rêve pour moi le jour où j'ai eu la chance d'y participer, et donc c'était ça ce qui m'a plu, la compétition sur un bateau à la voile et en partageant tout ça, en devant s'adapter aux éléments, et parfois c'est très compliqué d'ailleurs, c'est pas un métier simple, c'est très inconfortable, mais quand on y arrive c'est un bonheur extrême. Comment avez-vous préparé la transition du saut à la perche à la voile en haute mer? Alors la dernière année que j'étais encore sauteur à la perche, j'ai commencé à naviguer en même temps. Donc la dernière année, je faisais 15 jours d'entraînement de saut à la perche à Paris, le matin et l'après-midi. Et après, je faisais 15 jours en Espagne où je naviguais sur les bateaux de course. Et je faisais la musculation avant et les séances de course après aussi. Donc je faisais des énormes journées de travail. Et j'ai fait ça la dernière année. Il y a une transition comme ça qui s'est passée pendant 6 mois, 1 an. Et quand j'ai fini la perche, le championnat du monde, directement j'étais sur les compétitions de très haut niveau de la Coupe de l'Amérique. Quelles compétences spécifiques avez-vous dû acquérir ou améliorer pour cette compétition? À la voile, les compétences pour la compétition de voile, ouais, c'est ça. En fait, moi je venais d'un sport où la machine c'était mon corps, et je faisais très attention à ce que je mangeais, au sommeil, tout ce qu'on doit faire pour que la machine, son corps fonctionne très très bien, et son esprit aussi. Et d'un coup, quand je suis arrivé sur les bateaux de course, la priorité c'était les bateaux, la mécanique du bateau, faire bien fonctionner les bateaux. Et après, toi tu passes en second plan. Donc en fait, il faut apprendre à être beaucoup plus dur au mal, être vraiment résistant. Au début, j'avais des courbatures, des ampoules aux mains, et donc j'ai dû m'adapter énormément. Mon corps s'est transformé pour pouvoir être à l'aise sur les bateaux de course. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Oh, c'est dommage, il ne reste que 2 jours avant la fin du Tour de France. Oui, c'est très dommage. Mais si tu veux, pour t'en souvenir, on a nos images du jour. Passons aux images du jour. T'as vu comment il fait chaud aujourd'hui, les pauvres coureurs, imagine leur voiture d'équipe sympa avec eux. Ah ouais, il fait vraiment chaud. Heureusement, on a le moto fraîcheur. C'est quoi ça? Si tu veux, Sarah, je peux te l'expliquer. On retrouve Seraj avec la moto fraîcheur. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Monsieur Boss Reynald, je suis motard chez ASO depuis 8 ans. 9 ans, pardon. Alors, quel est votre rôle sur le Tour de France? Depuis 4 ans, je suis pilote moto fraîcheur. Donc ça concerne à alimenter en eau fraîche tous les échappés. Et est-ce que les coureurs préfèrent les bidons de leur équipe ou plutôt les vôtres?
Nous, on leur donne de l'eau fraîche. Donc ils boivent une gorgée, bien souvent une gorgée, et bien souvent ils s'arrosent. Ils en profitent pour s'arroser vu ces fortes chaleurs. C'est une chaleur comme aujourd'hui. Combien de bidons distribues-tu à peu près? Aujourd'hui, tout de suite, là je peux pas te le dire, mais hier on a passé 120 bidons. As-tu des anecdotes sur cette moto fraîcheur? Oui, un regard de Wout van Aert il y a 2 ans. Il n'était pas très content, ma foi, je lui ai rendu service, donc il m'a fait un sourire. Et quel est le dispositif que tu utilises pour ravitailler ta moto? Un dispositif, donc j'ai une moto équipée d'un gros bidon à l'arrière dans lequel je mets quarantaine de bidons d'eau fraîche. Quand il y a une échappée de 12-17 coureurs, il suffit que je fasse 2 tours autour de l'échappée, du coup je me retrouve, j'ai plus de bidon. Je communique avec un collègue qui est à l'avant dans un petit camion frigorifique qui roule généralement 5-6 minutes avant la course. Donc ça me permet d'aller me ravitailler. Et une fois que je suis ravitaillé, je redescends à l'échappée. Merci, au revoir. Au revoir. J'ai entendu dire que plus on monte, moins on respire mieux. Les pauvres cyclistes. Si tu veux, Dédé peut t'expliquer. On retrouve Dédé. Alors, bonjour Dédé. Bonjour. Alors, hier, on est monté à 2800 mètres d'altitude. Est-ce que cette montée en altitude a une certaine incidence sur les coureurs? 2803 mètres. Pour la précision. Oui, absolument. Alors, l'idée, c'est de dire, quand on est au niveau de la mer, on va dire qu'on a 100% d'oxygène disponible par rapport à la quantité d'oxygène dans l'air. Plus on s'élève, plus on monte, moins il y a d'oxygène. C'est pour ça que dans l'espace, il n'y en a plus du tout. Et plus on monte, plus on va avoir des difficultés à respirer. C'est normal puisqu'on a moins d'oxygène et le corps a besoin de l'oxygène. Quand on absorbe de l'air, le corps absorbe l'oxygène pour donc ventiler et pour donc derrière avoir une oxygénation du sang. C'est essentiel pour vivre. Plus tu montes, moins il y en a. Quand tu es à 1000 mètres, tu n'as plus que 88% d'oxygène par rapport au niveau de la mer. Quand tu montes à 2000, tu as 78%. Et quand tu montes à 3000, tu n'as plus que 68-69%. Donc on n'était pas à 3000, mais pas loin. Donc en gros, eh bien, ils ont quasiment 30% d'oxygène en moins pour respirer. Eux comme nous d'ailleurs. Sauf que nous, on ne fait pas d'efforts. Et donc, quand tu as ce manque d'oxygène, il faut que tu compenses en hyperventilant, c'est-à-dire en respirant de plus en plus fort, de plus en plus vite. Or, ils sont en plein effort. Ils sont déjà au maximum de leur capacité. Ce qui veut dire pratiquement que plus tu montes, plus tes capacités physiques vont diminuer. Tu les compenses en partie par la volonté, tu les compenses par l'entraînement, tu les compenses par l'abnégation du coureur parce qu'il veut vraiment gagner. Mais quelque part, contre la nature, tu ne peux pas faire grand-chose et il y a un moment où tu tournes qu'à 70%. Or, hier, on est quand même monté sur des cols où on était pas loin des 2800 mètres quand on est arrivé là-haut à la cime de la Bonnette. Et puis, on avait également un col hors catégorie. Aujourd'hui, en revanche, sur l'étape qui est cette étape de Nice jusqu'au col de la Couillole, ça sera un peu différent parce qu'il y a plus de cols, mais ils sont un peu moins élevés. Donc on aura une perte d'oxygène de l'ordre de 10 à 15% quand on arrivera au sommet, ce qui leur permettra de moins hyperventiler et d'avoir un peu plus de ressources. Mais tu vois comme quoi c'est important. Ça veut donc dire que dans ces conditions-là, l'effort est toujours un effort supplémentaire, c'est toujours un effort encore plus violent. Et quand on regarde aujourd'hui, même, je te répète, les sommets sont un peu plus bas, on est quand même dans une situation où il fait très chaud. Et la chaleur a également une incidence sur la manière dont le corps réagit. Moralité, il ne faut pas monter trop haut si tu veux être à 100%. Et il faut surtout, sur des journées comme aujourd'hui, boire énormément. Que ce soit eux, les coureurs, mais également nous, parce que quand on est au-delà des 30 degrés, on perd beaucoup d'eau dans la transpiration. Et le risque, c'est d'avoir mal à la tête, d'avoir éventuellement même d'arriver à certains moments à s'évanouir, comme c'est arrivé parfois à certains sur le village, où tu vois quelqu'un qui tombe, et on se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'avait pas bu. Merci Dédé. Mais je t'en prie, à bientôt. Tu sais ça? C'est des chips à la soca. C'est quoi la souka? La soca, c'est un plat traditionnel de Nice. Ça existe depuis 2000 ans. Si tu veux, ça fait partie en fer. Viens, on va la rejoindre. C'est parti. Bonjour Joanna. Bonjour Safia. Aujourd'hui, on a une recette traditionnelle de Nice et que peu de touristes connaissent la recette. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? La soca, et ce n'est pas une danse. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Alors commençons, comme ça tu verras qu'est-ce que c'est. On se munit de 50 centilitres d'eau qu'on verse dans un bol. On ajoute avec ça 250 g de farine de pois chiche. Mais attention, la farine de pois chiche doit être versée petit à petit pour qu'il n'y ait aucun grumeau.
Après obtention d'une pâte bien lisse et homogène, on peut rajouter nos 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, le sel et le poivre. On mélange bien comme ça, les saveurs se mixent entre elles. Une fois tous les ingrédients incorporés, On se munit d'une poêle et on verse un peu d'huile à l'intérieur pour que la pâte ne colle pas. mettre la préparation sur une poêle et faites-la cuire 10-15 minutes, jusqu'à qu'elle soit bien dorée sur le dessus et légèrement croustillante sur les côtés. Pour le dressage, j'ai décidé de rajouter une bonne salade garnie avec de la mozzarella. Mais vous pouvez aussi l'accompagner de légumes grillés pour un repas plus complet. Bon, maintenant tu n'as plus d'excuses, tu connais la recette. Et oui, tu as raison. Je peux goûter? Non, là on doit finir. Ok. Et du coup, demain, on va où et on fait quoi? Demain, on se retrouve à Nice pour la dernière étape du Tour de France.